les Juifs d'autrefois disaient Dieu n'est pas plus heureux qu'en France. C'était une phrase pour dire à tel point la situation française pour les Juifs était l'excellence, était on peut dire le bonheur qu'on pouvait trouver sur terre, était un paradis pour les Juifs. C'est vraiment le lieu où le Juif, sans aucune discrimination, il trouvait sa place autant que le non-Juif et pouvait accomplir tout ce qu'il avait envie de faire dans la vie. La société lui était ouverte. Voilà ce qu'il y avait de grandiose. C'est pour ça c'était un vécu messianique pour des Juifs qui avaient vécu pendant des siècles et des siècles sous une inférioration de la loi, sous une différenciation par rapport aux goy chrétiens. Mais ça ne va pas tarder pour qu'un retour de situation, qu'un retournement au sein de cette égalité entre juifs et non-juifs va s'opérer au sein de la République, au sein de la société post-révolutionnaire. Le non-juif, le goy en fait, l'ancien chrétien, on ne sait pourquoi, là on devrait y réfléchir, va renouer, va faire renaître sous une forme nouvelle cette volonté de supériorité chrétienne par rapport à celle du juif. C'est-à-dire que cette redifférenciation, cette différenciation ancienne qui existait bel et bien au sein de la société française, qui était tout à fait nette et claire, par le droit et par la loi, entre le juif et le non-juif, une contre-révolution, si l'on peut dire, va s'opérer au sein de la société. Ça va commencer par une minorité de gens, mais ça va prendre de l'ampleur petit à petit. Ils verront dans le juif assimilé, en fait, un juif assimilateur. Ils verront dans le juif qui s'est assimilé une sorte de destruction sournoise contre l'identité du goy, du français de souche, le français chrétien. Il semble que cette renaissance, que cette intuition est provenue du fait que la masse française, c'est-à-dire que le peuple anciennement paysan de France, qui maintenant est devenu ouvrier, qui vit une situation qui est défavorable, puisqu'il n'est pas du tout, sa situation ne s'est pas améliorée, et qui peut en fait rêver et finalement préférer le temps d'autrefois, c'est-à-dire le temps, finalement, même le peuple, même qui était au tiers-état, qui était en bas, même s'il ne vivait pas de richesse, mais qui avait de quoi vivre par sa nourriture, par son travail, par son labeur de sa main, et qui avait une fierté d'être un Français, du peuple français, parce qu'il avait la vénération du roi et l'identité chrétienne qui faisait de lui un supérieur par rapport aux Juifs. Eh bien, ce sont des gens de cette même typologie, c'est-à-dire sociale, c'est pas des bourgeois, mais ça va être justement des gens qui, si on peut dire, leur seule grandeur et la jouissance de leur vie, même dans une pauvreté, même dans une vie très restreinte, se traduisait, s'exprimait par la fierté chrétienne supérieure à celle du juif et par la vénération et par la fête du roi. Or, la situation post-révolutionnaire pour cette classe inférieure, la société, classe ouvrière qui finalement vit très difficilement, défavorable, et d'avoir perdu l'identité chrétienne comme suprématie par rapport aux juifs, premièrement, on a fait du goy un être humain qui est purement et simplement un être humain laïcisé, sans aucune valeur spirituelle, qui fait de lui, qui lui donne une grandeur, une identité spécifique à lui-même. Donc le lien à la religion, la grandeur de la religion lui a été enlevé. Et deuxièmement, il n'a plus le roi comme référent au peuple, le roi vénéré, sacré, aimé par le peuple, et que le roi, en contrepartie, aussi peut-être qu'il aime, il montre certaines, c'est son peuple français, il aime son peuple français. Ils sont dominés par une bourgeoisie financière, par une bourgeoisie d'affaires, qui les exploite tout simplement, et qui n'ont plus de rapport, aucun contact, et qui ne sont du tout vénérés, si ce n'est pour les soumettre. Donc, ce goy populiste se retrouve en fait sans idéal, sans vénération idéale, sans identité personnelle de lui-même. Donc, si on peut dire, il est en souffrance. Il est en souffrance de sa valeur de lui-même. Il est en souffrance identitaire. Il est en souffrance
il rêve d'un temps d'autrefois où même qu'il n'était pas riche, mais maintenant il ne l'est pas non plus. Ça se trouve, il est même pire, dans une plus difficulté. Il travaille, il est coupé de la terre, il travaille dans des machines, et pour finalement se retrouver à survivre et pour être exploité par des gens que, que ni il les aime et ni eux les aiment. Donc le gars il se retrouve dans une certaine souffrance, si l'on peut dire. Eh bien, au lieu de pointer du doigt, au lieu de remettre en question l'ordre social tel qu'il est fait par la révolution de droite, cristallisée par Napoléon Bonaparte, eh bien, ce goy chrétien va trouver le coupable à cette révolution, et donc finalement à cet ordre social inique, le juif. Ce serait le juif qui, triomphant de la révolution, voilà, c'est ça qui, je pense, qui est un des points capital à comprendre, c'est parce que du fait que le non-juif voit le juif, lui est gagnant de la révolution, lui le goy il est perdant, le goy populiste il est perdant de la révolution, parce qu'il perd son identité religieuse, sa supériorité par rapport aux juifs, et il perd, si l'on peut dire, son rapport à la terre, sa subsistance, sa finance, sa vie économique, dans lequel, tout en n'étant pas aisé, du moins il subsistait, et avec une vénération du roi. Alors, tandis que le juif, qui autrefois lui était en position inférieure, lui qui a été discriminé par des lois et par un empêchement à l'accès à des professions, se retrouve dans la société post-révolutionnaire le gagnant de tout. Il a le bonheur c'est le paradis terrestre pour lui, puisque toutes les professions lui sont ouvertes, toutes ses compétences et ses capacités sont là, sont exploitables, sont à développer, et il prend part dans la société pleinement. Le juif est le gagnant, si l'on peut dire, dans la société post-révolutionnaire. Donc en fait, si l'on relie ça avec ce que j'expliquais avant, où les juifs éclairés avaient pu percevoir dans la Révolution française quelque chose de messianique, et ben c'est cette messianité-là juive, vécue dans la société post-révolutionnaire, qui est justement identifiée comme coupable. Ça veut dire qu'on va finalement arriver à dire on va arriver à imaginer, bien sûr, quelque chose qui n'est pas vrai, que carrément, puisque les juifs sont triomphants de la révolution, donc ce sont les juifs qui ont fait la révolution. La question qui se pose immédiatement, c'est pourquoi ils n'ont pas tout simplement pointé du doigt, identifié le coupable premier, c'est-à-dire l'ordre social tel qu'il est, et donc finalement la classe qu'il domine, la classe bourgeoise. Goy, pourquoi est-ce qu'il fallait trouver, il fallait ressentir, il fallait déceler, il fallait trouver l'ennemi intérieur, l'ennemi secret, qui finalement est mélangé avec nous, qui est assimilé à nous, et qui en fait est un agresseur parce que il nous aurait assimilé à lui. Voilà le discours, voilà l'imagination, l'idée antisémite, c'est qu'en fait c'est le juif qui aurait dépossédé la société de son identité suprématiste, fière d'elle-même, pour lui accéder finalement au pouvoir, finalement accéder à toute la liberté, finalement toute la jouissance que la société lui propose, et il y trouve sa place dedans, dans la société capitaliste, tout à fait bien, beaucoup mieux, il s'en sort 10 fois mieux, beaucoup mieux que le goy populiste. Donc, c'est lui, le triomphant de la révolution. La révolution, elle est pour lui, elle a été faite pour lui, et donc, conséquence de cela, c'est lui qui l'a fait. Pourquoi avoir imaginé ça, alors qu'à l'évidence, pour tout celui qui regarde l'histoire nette, on ne peut pas imaginer que les juifs, qui étaient justement hors la société, hors les droits légaux, ils n'étaient pas en légal en France, ils n'étaient pas considérés citoyens français, comment on peut imaginer que ce sont des gens qui n'avaient même pas aucune part réellement dans la société concrète, dans toutes les professions, qui auraient pu former, avoir déjà un pouvoir pour lequel ils auraient pu faire une révolution contre le pouvoir antérieur. Ça paraît vraiment très 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 loin. S'il y aurait quelques juifs qui auraient déjà peut-être de l'avance, peut-être qu'ils avaient réussi à être riches au sein de la communauté, on a du mal à voir comment ces quelques juifs auraient pu faire une révolution en France. Ça paraît presque délirant. Pourquoi ne pas avoir simplement fustigé Voltaire, fustigé Diderot, tous les révolutionnaires, en fait, tous les penseurs pré-révolutionnaires,
et la modélisation, même Robespierre, même tous ceux qui ont fait la révolution officiellement. Pourquoi avoir cherché des gens qui ne sont pas officiels, qui n'ont aucune apparence concrète, qui n'ont aucune concrétisation dans les penseurs de la révolution et au sein même de ceux qui font la révolution. Pourquoi avoir imaginé un complot juif, quelque chose, une secte secrète aurait comploté, aurait monté cette révolution. Toute la question de l'antisémitisme, il est là. Voilà, c'est ça en fait, le délire antisémite, c'est pointer du doigt, rendre coupable le juif de quelque chose qui, rationnellement, il ne l'est pas. Et pourtant, ce discours a beaucoup plus d'effet. Ce discours a une puissance émotionnelle et en tout cas idéologique. C'est comme si que ça parlait. C'est quelque chose qui parlait à l'esprit non juif. Cette idée-là que le juif aurait, par derrière, sournoisement dépossédé le goy, il aurait agressé sans qu'il le sache pour lui triompher, et finalement renverser la balance et que le non-juif perde, soit perdant. Pourquoi ? C'est ce discours-là qui va prendre beaucoup plus de puissance que simplement le discours de dire on est exploité par une oligarchie qui en fait nous soumet et remettre en question tous les penseurs pré-révolutionnaires. Déjà, ce que l'on peut dire, c'est que faire un livre pour faire une critique, pour dire que voilà ce que la révolution nous a fait, et en dire les coupables que c'est Voltaire et que c'est tous les révolutionnaires qui ont fait la révolution, ça n'apporte rien de nouveau. Et ça ne changerait rien du tout à la société telle qu'elle était, puisque ces gens populaires n'ont aucun pouvoir. En France, ils ne sont que de la classe ouvrière, ils ne sont que de la frange la plus basse, et donc leur discours, critiquer, dire que nous sommes dans un monde unique, ça ne servira à rien. Il faudra même un grand penseur comme Marx, qui est un juif d'ailleurs, qui lui, justement, comprend profondément l'histoire et la nouvelle forme de société qu'après la société post-révolutionnaire, avec sa lutte de classe, avec ses classes, sa lutte de classe intérieure, et qui va comprendre la profondeur de la société organique et le travail comme condition humaine première, et chercher une solution à modifier le système capitaliste. Voilà, ça c'est un vrai penseur, ça c'est quelqu'un. Et même Marx à ce moment-là n'a aucun pouvoir et n'a aucun effet. C'est à la Commune de Paris, c'est la première fois où Marx aura une phrase. Mais il savait que ça n'allait pas fonctionner, mais c'était déjà un début. D'accord ? Mais un discours antisémite tel que Édouard Drummond, qui va prendre son livre, sa pensée, ce qu'il va décrire, va prendre beaucoup de tonalité en France, dans les esprits, n'aurait pas pu avoir lieu si ça avait été simplement une révolution interne de la petite classe contre la bourgeoisie, qui évidemment aurait tout de suite, se serait fait taire, se serait même fait agresser, se serait peut-être force empêchée, et surtout ça n'aurait aucune importance. Tandis que critiquer les juifs, imaginer qu'il y a un ennemi intérieur qu'on n'a pas vu venir, qui en fait paraît un ennemi mais en fait est un ennemi, et dire que c'est le juif, tout d'un coup ça marche. Tout d'un coup c'est quelque chose qui prend une tonalité, une puissance extrême. C'est comme une bombe, ça éclate. Ça marche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une contre-révolution contre l'ordre post-révolutionnaire, contre la République. On a beau haïr la démocratie, on a beau finalement vouloir être royaliste, rêver du temps ancien, aucun livre ne pourra avoir effet, ça ne marchera pas. Un discours antisémite, imaginez, rentrer, révéler l'idée qu'en fait insinueusement, de façon perverse, on s'est fait agresser, on s'est fait déposséder, en fait réellement, ce n'est pas Voltaire, ce n'est pas Diderot, ce n'est pas tous ceux qui font la révolution, ce n'est pas ces gens-là qui réellement sont ceux qui font la révolution. En vérité, c'est des gens qu'on ne voit pas. Voilà, c'est un complot, ça a été orchestré secrètement, de façon secrète, par la communauté juive, et donc ce sont les juifs
Et c'est pour ça que ce sont les Juifs qui sont triomphants de la Révolution. À partir de là, on crée une arme, on est capable de propager une idéologie, une croyance en fait. C'est une haine, mais parce que les gens vont y croire. Ça a une force tellement forte de persuasion dans les esprits, sans être rationnel. Bien que c'est pas rationnel, mais sans être rationnel. Tellement ça parle à l'esprit non juif, anciennement chrétien, que c'est quelque chose qui peut avoir un effet, qui peut se propager dans la société, et qui peut finalement avoir, c'est grâce à ça, c'est un moyen détourné, mais c'est un moyen par lequel on peut finalement arriver à créer une révolution, une haine finalement, propager une haine de la révolution, de la société démocratique républicaine. C'était comme si on n'avait aucune chance de pouvoir réussir une agression, une révolte contre l'oligarchie dominante, donc le goy bourgeois dominant. Par contre, on peut réussir une véritable propagande d'agression contre les juifs, et ça, le juif peut être agressé facilement, on peut l'atteindre facilement, on peut le rendre victime et coupable, et finalement on détourne ce qui aurait dû être une haine, une agression contre l'oligarchie financière, on détourne ça contre la communauté juive, les juifs. Et ça marche très bien.